Très bien, eh bien, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit dans notre semaine thématique autour du domaine du patrimoine, programmée en partenariat avec le campus des métiers et des qualifications du patrimoine, des métiers d'art et du tourisme pour sa quinzaine. D'un point de vue pratique, je vous informe que vos micros et caméras sont coupés. Vous aurez toutefois la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les transmettre aux professionnels. Donc notre thème aujourd'hui sera chef de tourisme patrimoine numérique, chef de projet pardon, tourisme patrimoine numérique, le numérique au service du patrimoine et je remercie monsieur Xavier Adrast, fondateur de Patrimoine Studio, d'avoir accepté de présenter son parcours et de parler de son métier. Avant de laisser la parole à monsieur Adrast, quelques éléments sur, le domaine du patrimoine en région Centre-Val de Loire. Donc, la région est connue pour son patrimoine à la fois architectural et naturel. Et pour l'entretenir, le faire vivre, le faire connaître, de nombreux métiers existent, qu'ils soient en lien avec le patrimoine bâti, la conservation ou la valorisation. Et il existe également une trentaine de formations en région qui vont du CAP au master. Alors vous, monsieur Adras, quelle a été votre formation? Moi, j'ai fait, bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, moi, j'ai commencé par des études d'histoire. Après, je ne savais pas trop quoi faire après le bac et l'histoire, ça semblait pas mal. Et puis, petit à petit, commençait à nourrir en moi la notion de patrimoine. Je sentais que j'avais envie de travailler dans cette industrie parce que ça rappelle un peu nos racines. Et du coup, le tourisme permet de mettre en valeur tout ce patrimoine. Et je sentais qu'en fait, on pouvait faire cette rencontre entre le tourisme et le patrimoine. Et donc, j'ai fait des études à l'université dans un IUP en mise en valeur du patrimoine, et puis ensuite en master en dernière année en école de commerce. C'était en 2007, et du coup, le numérique commençait un peu à rentrer déjà dans ce métier, donc j'ai senti que le numérique pouvait être une opportunité pour ces métiers-là, et donc petit à petit, j'ai intégré cette industrie. Très bien, alors il y a une question dans le chat pour savoir quel bac vous avez fait. C'était un bac éco à l'époque, plutôt. D'accord, Ouais. très bien. Oui, donc sur le bac actuel, ce seraient des enseignements de spécialité qui sont en lien avec le domaine de l'économie-gestion. L'économie-gestion, et puis aussi les arts et le patrimoine. Je pense que c'est les deux parties. Très bien. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes plus orienté justement vers le domaine du numérique à un moment? Donc, c'est que vous aviez senti qu'il y avait peut-être plus de possibilités d'emploi dans ce domaine Ouais, déjà en 2007, 2008, 2009, il y avait c'était pas tant sur le patrimoine que sur le tourisme. On commençait à avoir la première révolution numérique autour du tourisme. Et du coup, là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer de façon vraiment forte, hein, dans l'industrie. Et du coup, que le numérique pouvait aussi apporter là-dedans. Donc, c'est plus voilà, c'est plus de l'intuition, de l'observation. Je lisais des documents, je lisais de la presse, et je voyais ce qui se passait aussi. Puis je voyais aussi euh, euh, je voyais aussi que du coup, ça offrait plein de possibilités pour des jeunes, de, de, dans, comme ça, de faire rentrer, de mettre le numérique en fait dans mon parcours, quoi. Mais après, je l'ai fait un peu de façon autodidacte, hein, partie-là. D'accord, oui, vous n'avez pas fait de formation spécifique dans le domaine du numérique? Non, pas spécialement. Non, non, ça, je l'ai quand même découvert sur le tard, au fil des expériences. D'accord. Alors, quel a été votre premier emploi? Et ben justement, j'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec la mise en valeur du patrimoine. J'étais commercial dans le domaine du e-tourisme. J'ai toujours navigué entre tourisme et culture, en fait. Euh, Avec l'idée que le numérique pouvait aussi réconcilier tout ça, et avec l'idée fallait pas opposer en fait tourisme et patrimoine, tourisme et culture. Donc j'ai toujours navigué entre les deux. Ça fait 10-15 ans que je navigue entre les deux. Et donc j'ai commencé plutôt dans le domaine du tourisme et du e-tourisme. Donc j'étais commercial dans le e-tourisme, plutôt en start-up dans le domaine du tourisme. Donc super, c'est aussi une super industrie. Et petit à petit, je suis venu plus dans le domaine du patrimoine. J'ai toujours un peu navigué entre les deux, entre tourisme et culture. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à votre emploi actuel, justement? Pareil, c'est une série de rencontres, d'opportunités. J'ai créé mon propre studio, ma propre organisation personnelle, euh, par des rencontres, surtout en salon. En 2013, quand j'ai voulu aller plus vers cette industrie du patrimoine. Je suis allé dans un salon à Paris qui s'appelle le CITEM, SITEM. Et c'était un petit salon à l'époque. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est un énorme salon qui a eu lieu il y a quelques mois à Paris. Et ce salon, c'est un salon clé où j'ai commencé à faire des premiers réseaux, des premières rencontres.
voir des premiers projets, participer à des premiers réseaux, etc. Donc, c'est surtout sur ce salon-là, pour moi, que j'ai fait je suis vraiment rentré dans cette industrie. Alors là, donc, je le disais en introduction, vous êtes, fondateur de votre propre studio qui s'appelle Patrimoine Studio. Qu'est-ce que vous faites, en fait, actuellement dans votre métier? En quoi consiste votre métier de chef de projet numérique? Oui, alors du coup, je mets en place des outils numériques pour valoriser le patrimoine. Donc, des outils numériques, c'est soit des outils numériques, une fois qu'on est sur le site, le château, en ce moment, je travaille beaucoup pour des domaines viticoles, qui sont aussi des lieux de patrimoine, hein, patrimoine humain, patrimoine. Donc, je travaille beaucoup sur des lieux de viticoles en ce moment, donc pour mettre en place des outils numériques pour visiter ces lieux. Mais ça peut aussi être des domaines numériques pour visiter ces lieux. Quand on n'est pas sur les lieux, hein, en visite virtuelle, quand on est à distance, quand on est avant la visite. Donc mon travail consiste à concevoir et à réaliser des outils numériques de mise en valeur du patrimoine. Et en ce moment, depuis quelques mois, je travaille beaucoup dans ce domaine de l'œnotourisme, de la mise en valeur du patrimoine viticole chez les vignerons, pour visiter les caves, pour visiter les vignobles, pour faire des jeux sur les smartphones, sur les tablettes, pour visiter les caves. Et puis en même temps, participer à la transmission du patrimoine, du savoir-faire, parce que, mine de rien, un domaine viticole, c'est un musée à ciel ouvert. Et c'est vous qui gérez donc tout l'aspect création technique? Oui, alors en effet, c'est un sujet pendant longtemps. En fait, dans cette industrie, en tant que chef de projet, on coordonne en fait souvent des développeurs et des designers. C'est quand même plutôt ça la réalité d'un chef de projet, c'est de coordonner des développeurs et des designers. Moi, depuis quelques temps, je me suis formé et je continue de me former à des outils no-code qui permettent justement de faire des projets numériques euh, sans passer par des lignes de code, qui permettent de le faire moi-même. Alors, on peut faire moins de choses, forcément, hein. On peut être moins créatif, mais par contre, ça a d'autres avantages. Donc, en ce moment, oui, c'est moi qui réalise en effet ce projet numérique dans le domaine du vin, c'est moi qui le réalise donc tout seul, alors que je n'ai pas fait de formation en développement informatique. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu une journée type ou une semaine type? Ouais, il y a pas mal de travail de création de contenu. Donc ça veut dire que je rédige des contenus pour les fiches qui vont être lues dans les audio guides, par exemple. Je fais des photos, j'imagine les différents jeux. Donc il y a tout un travail de production de contenu, de conception. Ça se fait plutôt à distance, depuis chez moi. Et puis après, il y a un travail sur site, parce que ce sont des lieux qu'il faut aller visiter, que ce soit des châteaux. J'ai travaillé par le passé pour des domaines archéologiques, ou pour des musées. Donc là, ce sont des domaines viticoles, mais en fait, il y a beaucoup d'échanges sur site. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante du métier, c'est quand on va sur site rencontrer les gens, rencontrer les touristes, rencontrer les clients, rencontrer les lieux. Parce que c'est une rencontre de ces lieux qui font qu'on aboutit à un projet. Donc c'est un mélange entre du travail à distance, en agence, et du travail chez le client, principalement en conception et en réalisation. D'accord, vous venez de répondre à une question, qui était posée dans le chat aussi, savoir si vous alliez souvent sur site, donc oui, c'est quand même une bonne partie, Ouais, c'est au moins 1 à 2 fois par semaine dans la région centre pour mon cas, enfin dans la Touraine pour mon cas. Mais c'est parfois des déplacements loin, sud de la France, Bretagne, pour mettre en place des outils numériques. Mais du coup, c'est vraiment le terrain est essentiel et ça nous a beaucoup manqué pendant le confinement. Au bout d'un moment, mettre en place des projets numériques en virtuel, tout ça, c'était très fatigant. Les premières fois qu'on est retourné sur les lieux, on a senti à quel point c'était important en fait de toucher ces lieux, de sentir ces lieux, quoi. très bien. Alors question dans le chat, d'élèves qui sont en BTS communication: «Est-ce que le réseau est important dans votre métier et comment le développer?» Oui, alors le réseau, il est important dans ce métier comme dans beaucoup d'autres métiers. Je dirais, il y a plusieurs choses, pas spécialement dans ce métier-là que dans d'autres, mais c'est un métier où c'est plein de petits acteurs, plein de petits indépendants, de photographes, des créateurs. Donc du coup, il y a des grosses agences, mais il y a plein de petits. Donc c'est vrai que ce caractère très atomisé fait qu'il y a besoin d'avoir un peu de réseau. Alors déjà, il faut être ouvert, aller en salon, parler, enfin essayer de rencontrer un maximum de gens et sans forcément avoir l'idée de vendre quelque chose. Enfin, juste rencontrer des gens, apprendre. Après, donc je pense qu'il y a une notion de casser un peu ces barrières pour aller rencontrer du monde, surtout pour des étudiants. Il y a un deuxième aspect qui peut être très utile pour faire du réseau, en particulier quand on est en étudiant, c'est de produire du contenu, de créer du contenu, de créer des chaînes YouTube, de créer des podcasts, de créer des newsletters, de créer du contenu. Ça va
générer des opportunités pour vous. Au début, c'est chronophage et sûrement, on ne sait pas trop où on va, mais de créer du contenu sur des thématiques qui vous intéressent. Voilà, vous visitez des musées, vous faites des tests d'audio guide, je ne sais pas, mais en fonction de ce qui vous intéresse, mais de produire du contenu, des chaînes Twitch. Toutes ces choses-là, ça va générer des opportunités. Vous allez retrouver des opportunités qui vont vous arriver et qu'il va falloir ensuite cultiver globalement le réseau. On appelle par le réseau. Très bien, merci. Quels seraient selon vous les avantages et les inconvénients de votre métier? Alors dans les avantages, je trouve qu'il y a cette notion de rencontre entre du numérique, du tourisme et du patrimoine. C'est un peu les trois bouts d'un triangle. Et ça, c'est vraiment un point de vue intellectuel hyper intéressant d'être au milieu de ce triangle, d'être un peu dans le numérique, un peu dans les enjeux touristiques. Et parce que les enjeux touristiques sont essentiels, hein. Il ne faut absolument pas les opposer à des enjeux culturels. Ça, c'est un débat qui a 10 ou 15 ans, ou même 20 ans, mais c'est plus du tout un débat d'aujourd'hui. Et du coup, et les enjeux aussi de mise en valeur du patrimoine, comment on parle. J'ai l'impression d'être au centre d'un triangle. Ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante de pouvoir du coup, avoir en contact parfois avec des designers de 20 ans, et le lendemain avec des archéologues de 70 ans. Ce coup d'échange, pour un chef de projet, il est passionnant. Dans les inconvénients, je pense qu'il y a quand même parfois une difficulté d'aller trouver les bonnes structures pour travailler. Moi, j'ai fini par créer la mienne, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait non plus... Enfin, il faut savoir aussi être assez indépendant, assez autonome. Typiquement, pour rentrer dans ces métiers en tant que chef de projet, en CDI ou en CDD ou en salariat, ça ne va pas être facile les premières années. Il va falloir faire beaucoup d'alternance, beaucoup de projets à côté. Enfin, il va falloir faire beaucoup de choses. Pas non plus beaucoup d'opportunités en salariat, j'entends. C'est un métier qui a quand même où il y a beaucoup d'indépendants. Et ça offre aussi de super opportunités. D'accord. Alors ça me permet de faire le lien avec ma question suivante. Donc vous avez monté votre propre studio. Est-ce que depuis toujours vous vous étiez dit tiens, j'aimerais monter mon entreprise, ou c'est quelque chose qui est venu justement par rapport aux conditions de travail qui s'offraient à vous? Ouais, c'est plus la deuxième partie, hein, pour être honnête. J'avais pas du tout, dans les études et même quand j'ai commencé à travailler, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas trop je me le voyais pas. En fait, dans ma tête, c'était pas un horizon possible. Après, il a changé, hein, depuis longtemps. Mais dans ma tête, j'ai pas commencé ma carrière en me disant je vais monter ma boîte. C'est venu petit à petit. C'est venu petit à petit. L'envie d'entreprendre, elle est venue par des rencontres, par des opportunités, par le secteur, qui est passionnant, mais qui a aussi ses contraintes. C'est plus des opportunités qui sont venues. Et puis, même d'un point de vue personnel, on mûrit. Et à 20 ans, j'avais absolument pas envie de faire ça. Très bien. Alors, il y a une question dans le chat de savoir si, selon vous, il faut avoir des connaissances particulières pour arriver à travailler dans le patrimoine. Ouais, alors il y a un truc qui est super important et que j'étais un peu négligé parce que je donne aussi des cours à côté, c'est la culture générale et la culture historique. C'est essentiel parce que quand vous parlez avec des gens qui bossent en musée, quand vous parlez des gens qui bossent en parc archéologique, avec des médiateurs, vous arrivez, du coup, c'est un peu dur. Vous voyez, ça c'est difficile. Donc il faut quand même, je trouve que parfois il y a un déficit parmi les jeunes d'avoir une culture générale, une culture historique, une culture patrimoniale, de savoir placer la Renaissance sur une histoire de France, de savoir connaître les grandes tendances. Et ça, je trouve que c'est un point important et je vois que c'est pas toujours le cas. Donc pour moi, je dirais culture générale, culture patrimoniale, culture historique, ça c'est super important. Alors justement, est-ce que vous avez des conseils de lecture, peut-être des magazines ou des choses Ouais, bah, je sais pas. Après, je trouve que au-delà de déjà à la télé et sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup je pense, toutes les émissions des Racines et des Ailes, les émissions d'Arte le samedi soir, les émissions patrimoniales de France 3. Tout ça, honnêtement, c'est bien fait. Stéphane Bern, souvent, même quand il va dans Paris, c'est bien fait, c'est accessible, on apprend des trucs. Même les émissions sur la TNT, RMC Découverte, à chaque fois sur les arènes de Nîmes, sur tout ça. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses, c'est bien fait, c'est en 1 heure, c'est super. Donc ça, c'est un bon conseil, c'est vraiment à voir, à revoir et à re-revoir, limite à prendre des notes pour vraiment nourrir cette culture.
Après, en littérature, bien sûr, en revue, vous avez des revues historiques, mais c'est pas forcément des revues patrimoniales. Je pense qu'au-delà de la lecture, c'est vraiment la curiosité de sortir et d'aller dans les lieux et d'aller tester les outils numériques. Si vous voyez des tablettes, si vous voyez des applications, si vous voyez des dispositifs de visite virtuelle en ligne, faites-les. Faites-les. C'est pas juste de se dire il y a ça, il faut vraiment le faire l'expérience pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui peut être amélioré, ce qui va pas. Donc c'est vraiment les conseils, c'est vraiment de sortir dans ces lieux et d'y aller et vraiment de casser les barrières et vraiment d'y aller, quoi. Et c'est pas des lieux qui sont fermés, c'est des lieux qui sont ouverts où on peut s'amuser, où les enfants s'amusent. C'est des lieux qui ont vachement changé, hein. Quand j'étais petit, franchement, on s'ennuyait dans les musées, hein, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il y a une question également. Est-ce que vous avez un exemple d'opération sur le patrimoine que vous avez mené? Vous parliez de Ouais, château, par exemple, ou de... oui, alors c'est ça. Bah là, j'ai travaillé pas mal de fois sur un. Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a le château de Beaugency où j'ai travaillé sur le projet de tablette pour visiter le château de Beaugency, qui est en région centre, où on a mis en place une tablette numérique qui s'appelait la tabulette. Et du coup, le visiteur prenait la tablette et faisait toute la visite en fait, du château avec la tablette. Et dans la tablette, on retrouvait des expériences de réalité augmentée, de la 3D, des contenus. Et du coup, on avait beaucoup de jeux aussi. Et la tablette, en fait, se connectait à des éléments du château. Château de Beaugency a comme ça eu plusieurs étés cette tablette avec de super retours sur TripAdvisor. Mais ensuite, le propriétaire a vendu ce château à des nouveaux propriétaires qui n'ont pas gardé le projet. Donc malheureusement, par contre, on fait un super d'autres projets numériques. Donc, voilà pour un premier exemple. Je pourrais vous envoyer des liens si vous voulez. Puis après, j'ai travaillé aussi beaucoup dans le domaine de l'archéologie, de la mise en valeur du patrimoine archéologique, et en particulier pour les vestiges de la ville d'Alésia en Côte d'Or. Donc pareil, gros patrimoine gallo-romain, très marqué par notre mémoire, par notre histoire française. Et du coup, on a mis en place avec l'équipe d'Horizon une tablette numérique pour visiter sur place la ville gallo-romaine comme elle l'était au 1er siècle de notre ère. D'accord, très bien. Oui, je comprends que c'est des projets passionnants à mener, en tout cas. Ouais, c'est des rencontres, beaucoup de rencontres avec des archéologues, beaucoup de choix à faire, beaucoup de rencontres avec des médiateurs, beaucoup de rencontres avec des designers, des développeurs. Donc finalement, le chef de projet articule un peu tout ça dans les contraintes qui sont les siennes au moment venu. Et donc, ouais, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Mmh. Alors, de manière un petit peu plus générale, par rapport à votre métier, selon vous, quel serait l'objet qui le représenterait le mieux? Je sais pas, la réponse la plus évidente, ce serait plutôt le téléphone ou la tablette. Mais je crois pas que ce soit trop le sujet parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est pas finalement naturel d'aller mettre des écrans ou du numérique dans ces lieux. Ces lieux, ils peuvent tout à fait vivre sans écran et sans numérique. Donc en fait, vous voyez, faut pas se mettre dans une posture de plus il y a d'écran, mieux c'est. Vous voyez, c'est pas l'idée de parce qu'il y a une tablette, c'est bien. Non, en fait, une tablette peut aussi nuire à un lieu. D'accord. Donc l'objet, la réponse évidente, ce serait la tablette ou le téléphone, mais en fait, c'est une réponse qui trouve ses limites parce que les lieux doivent aussi s'exprimer. On peut aussi, on doit créer en fait un numérique qui est durable, un numérique qui est humain, un numérique qui est au service des lieux, et pas un numérique qui efface les lieux ou qui les cache, parce qu'ils vont venir, ce numérique un peu, il va venir parfois fissurer le lien qu'on a avec ces lieux de patrimoine, et il doit être là au service du patrimoine, il ne doit pas le cacher. Vous voyez, si on va dans des lieux pour se coller dans des écrans, dans un sens, ces écrans, ils doivent nous aider à révéler les lieux. Vous voyez, ils ne doivent pas les cacher. C'est Donc on super. avait bien choisi, le nom de l'intervention quand on avait mis, le numérique au service du patrimoine. Ouais, et pas parce que parfois le numérique peut aussi cacher le patrimoine. Mmh. Des écrans mal faits dans des musées, c'est des écrans qui vont nous empêcher de voir des tableaux. Je sais pas, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a quelque chose quelque chose de vrai dans ce que je dis, je trouve. Alors, dernière question, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre parcours? Mais je pense à justement des logiques, par exemple,
beaucoup de projets qui se mettent en place sous des logiques d'appel d'offres, donc des collectivités territoriales qui gèrent des musées ou qui gèrent des sites archéologiques mettent en concurrence des différents studios, différentes agences. Et donc, dans le cadre du Muséoparc d'Alésia, avec l'équipe d'Horizon, on a répondu à un appel d'offres. On était d'abord une dizaine d'entreprises, puis ensuite on n'était plus que 5, plus que 3. Et ensuite, on a finalement remporté l'appel d'offres. Ça, je pense qu'on était le plus fiers parce que ça nous a donné énormément de travail, mais c'était très intéressant de trouver les bons angles. Donc, globalement, je suis allé là-bas défendre le projet devant 30 personnes, défendre nos intentions, ce qu'on pensait qui était super à faire ici dans les tablettes. Il fallait faire différemment et du coup, on a fait des choix un peu forts et ils sont révélés payants. C'est ça. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Adras, d'avoir accepté de répondre donc, à ces différentes questions. J'informe donc les participants qu'il y aura un replay également disponible de la vidéo et donc on continue aujourd'hui à 11 h avec l'interview de Monsieur Dury qui est conservateur du patrimoine et de Madame Vivier qui travaille dans la documentation à la région sur le service du patrimoine également et toute la semaine vous retrouverez d'autres interviews de professionnels. Merci beaucoup une nouvelle fois et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.